Le monde de l'emploi est en transformation plus que jamais. Il subit l'influence de trois grandes transitions: démographique, numérique et écologique. Pour comprendre les changements en cours et anticiper son évolution, il est nécessaire de bien saisir les facteurs actuels qui façonnent le monde de l'emploi et de s'attarder à leur impact sur celui-ci. Dans cet épisode du Réverbère, nous anticiperons le monde de l'emploi du futur. Les spécialistes partageront leurs visions respectives et leurs échanges nous éclaireront autant sur les enjeux et les défis engendrés par ces transitions, que ce soit des pistes de solutions innovantes pour y répondre. Bonjour, je suis Rose-Lynne Sédaudier, directrice générale de Fusion Jeunesse et Robotique First Québec, deux organismes qui œuvrent en persévérance scolaire, employabilité, engagement civique. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Réverbère, le balado qui vous propose un éclairage sur les débats qui vous animent. Cet épisode fait partie d'une série thématique pour l'école d'été de l'INM. Chaque année, l'école d'été rejoint des centaines de jeunes qui se rassemblent pendant plusieurs jours pour penser le Québec de demain. Ils y rencontrent des personnalités engagées qui contribuent chacune à leur façon à faire bouger la société. On se trouve actuellement au plein centre-ville de Montréal, plus particulièrement au Palais des Congrès de Montréal. Cette table ronde a lieu dans le cadre du parcours Innovation, inventer l'avenir de l'emploi de cette 18e école d'été. Un parcours réalisé en collaboration avec la Commission des partenaires du marché de l'emploi et du Comité consultatif Jeunes. L'école d'été, c'est des centaines de jeunes qui se rassemblent pendant plusieurs jours pour penser le Québec de demain. Ils y rencontrent des personnalités engagées qui contribuent, chacune de leur façon, à faire bouger la société. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Mia Hamzy, Daniel Normandin et Nathalie de Mercedes Warren. Alors, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous demander aux trois, pourquoi vous avez commencé à vous intéresser au sujet dont on discute aujourd'hui et quel est votre rôle au sein de votre organisation, et en ajoutant une petite touche de vos personnalités, là. Qu'est-ce que vous savez que vous aviez dans votre bagage quand vous étiez jeune et qui vous sert aujourd'hui là, dans le monde de l'emploi? Donc, sans plus tarder, je commencerai dans l'ordre par Mia, Daniel, puis Nathalie. Mia, je te laisse la parole. Merci beaucoup. En fait, c'est ça. Mon nom, c'est Mia Hamzy. Je suis présidente, directrice générale d'une organisation qui s'appelle l'Institut du Québec. Donc, c'est quoi l'Institut du Québec? Le nom ne dit pas grand-chose. C'est un centre de recherche, think tank en même temps. Donc, on fait de la recherche, mais dans l'optique de prendre position sur des enjeux de la société qu'on juge intéressants, qu'on pense qui sont pertinents pour l'avenir économique du Québec. Donc, on creuse surtout les enjeux socio-économiques. Pourquoi je dis socio-économique? Au début, on disait plus économique, mais le côté social est tellement lié au côté économique parce que dans notre optique, dans notre vision de la société, c'est qu'on veut de la croissance, mais pour que ça bénéficie aux citoyens, pour que ça bénéficie aux gens. Donc, il faut que ce soit lié aux enjeux sociaux. Et on existe depuis 2014. Dans le fond, ça a été fondé en 2014 avec le Conference Board et HEC Montréal. On est affilié encore aujourd'hui à HEC Montréal. Au début, on était un partenariat entre les deux. Puis l'aspect environnemental, il prend de plus en plus de place dans ce qui nous intéresse. C'est quelque chose qui est en mutation, puis justement, on veut l'intégrer de plus en plus dans nos piliers de recherche. Et pourquoi je suis ici, pourquoi je m'intéresse au sujet, c'est parce que j'ai rapidement réalisé que les gens, c'est au cœur de tout. On regardait les questions d'innovation, de productivité, de croissance. Puis pourquoi les entreprises québécoises innovent pas plus? Pourquoi on a des retards des fois quand on se compare aux autres au niveau de la productivité? On peut parler de machines, de matériel, d'investissement, autant qu'on veut, mais c'est les humains, en bout de ligne, c'est les gens qui sont là qui font la différence. Alors, on a creusé d'année en année de plus en plus toutes les questions de marché du travail, d'emploi. Et ça fait que, c'est ça, à chaque année, on fait des bilans de l'emploi. À chaque mois, on suit les données de l'emploi. On regarde la formation, l'éducation, quel impact ça a sur la croissance de la société. Et dans ta troisième question, qu'est-ce qui, depuis que je suis jeune, peut-être m'a allumée puis fait que je suis là aujourd'hui? Je pense que j'essaie de... Je suis intéressée par plusieurs choses. J'espère toujours pouvoir peut-être influencer mon environnement pour apporter
des connaissances, puis surtout vulgariser de l'information qui est produite par d'autres pour voir comment on peut utiliser ça, dans le fond, pour avoir des meilleures politiques publiques. Tu sais, j'ai toujours voulu essayer de partir de ce qu'on sait puis dire, bon, là, on se met plein de monde autour de ça, on réfléchit, puis on essaie d'arriver avec des solutions pour aider tout le monde. Puis je pense que c'est vraiment comme ça que tu construis. Il faut que tu mobilises, il faut que tu veuilles expliquer puis prendre le temps de voir ce que les autres pensent. Jamais penser qu'on détient la vérité. Je pense que pour moi, ça, c'est une des choses les plus importantes, là, cette ouverture-là. Et c'est comme ça qu'on a créé notre organisation puis qu'elle a grandi. Merci beaucoup, Mia. Effectivement, tu te présentes très bien parce que tout le monde qui a eu la chance de travailler de loin ou de près avec toi, de collaborer, sait très bien qu'une de tes forces, c'est vraiment comment la collaboration peut maximiser les impacts. Et ça, le Québec t'en sera jamais assez reconnaissant. Merci beaucoup, Mia. On va passer à Daniel maintenant. Oui, bonjour, Daniel Normandin. Moi, je suis le directeur d'un nouveau centre de recherche qui s'appelle le CERIEC, donc le Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire. On est situé à l'École de technologie supérieure. C'est un centre là, qui, en fait, a une quarantaine de chercheurs membres, donc principalement des ingénieurs de différentes disciplines. Et on va le voir un petit peu plus tard, ce qu'est l'économie circulaire, mais c'est vraiment un nouveau modèle économique là, qui cherche à rallier économie et environnement. Moi, je me suis toujours intéressé depuis ma tendre jeunesse aux enjeux, je dirais, environnementaux. Là, dès mon jeune âge, là, je m'intéressais à toutes les questions reliées de près ou de loin à la nature, aux animaux, aux plantes. Et je suis devenu biologiste avec, évidemment, lorsque je suis arrivé à l'université. J'ai poursuivi mes études en gestion, donc je suis à la fois biologiste et gestionnaire. Et je dirais que j'ai consacré pas mal toute ma vie, en fait, à mettre sur pied des différentes unités de recherche, que ce soit des groupes de recherche, des laboratoires, des instituts qui se préoccupaient donc à la fois de développement technologique pour développer des technologies qui nous permettaient de dépolluer l'environnement, mais plus récemment, donc, je me suis intéressé donc à ce qu'on appelle l'économie circulaire, là, que je vous expliquerai plus tard. Et donc, en 2014, j'ai cofondé sur le campus de l'Université de Montréal un premier institut qui s'appelait l'Institut EDEC. Et par la suite, donc, depuis septembre 2021, 2020, pardon, je suis à l'ETS pour mettre sur pied le CERIEC. Donc, voilà, donc un biologiste qui se retrouve dans le milieu de l'ingénierie. En fait, j'ai travaillé... mon Dieu, 23 ans à l'École polytechnique. Donc, je pourrais quasiment dire que je suis ingénieur d'adoption, là, malgré mon background de biologiste. Et puis, je dirais que la biologie m'a amené un peu la pensée systémique, de voir un peu les problèmes de manière systémique. Les problèmes deviennent de plus en plus complexes et ça réclame donc, pour les résoudre, je dirais, des solutions qui sont tout aussi complexes, mais surtout systémiques. Et puis, je pense que ma formation de biologiste m'a amené ce regard, là, je dirais, très, très large des choses. Et puis, voilà. Donc, le résumé de mon parcours et de ma posture actuelle. Merci beaucoup, Daniel. Comme quoi, même tout jeune, quand les passions nous emmènent à un autre niveau, où ce que maintenant, tout ce que tu fais c'est tellement de l'innovation pour la société. Là, j'ai aussi eu la chance de te rencontrer dans mon parcours. Puis, en effet, là, très, très pertinent là, comme parcours et très inspirant également. On va finir avec Nathalie, la dernière dans les présentations, mais pas la moindre. Donc, je te laisse la parole, Nathalie. Merci beaucoup. Donc, Nathalie de Marcelis-Varin. Moi, je suis professeure à l'École polytechnique de Montréal, dans le département de mathématiques, mais je suis aussi la présidente directrice générale du CIRANO. Donc, le CIRANO est aussi un centre de recherche. Notre objectif, nous, c'est d'allier savoir et décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher, on regroupe 280 chercheurs qui font de la recherche dans différentes thématiques et on essaye de voir comment on peut transformer ces résultats de recherche en une aide à la décision. Alors, ça peut être des décisions au niveau du gouvernement, des décisions au niveau d'entreprises privées. Et on s'attaque à toutes les décisions de société. Donc, on parle aussi bien, évidemment, des enjeux démographiques, des enjeux au niveau de l'environnement, au niveau de la technologie. Et ce qui nous intéresse, évidemment, pour nous, c'est vraiment d'amener des données scientifiques qui permettent de prendre les meilleures décisions. Et en fait, c'est intéressant parce que j'expliquais juste que je suis arrivée au Québec il y a 21 ans, justement,
pour venir faire mon postdoc au Cyrano, ma spécialité, ça a toujours été l'aide à la décision. Puis moi, j'ai un parcours mathématique et économie, parce que je me disais, je veux résoudre des problèmes de la société, donc l'économie étant un peu le moteur de la société, je m'intéressais à plein d'enjeux économiques, mais ça me prenait des méthodes, des méthodologies, je voyais des données, il fallait les analyser, fallait les comprendre. Donc en fait, j'ai fait un double bac, moi, maths et économie, et je suis arrivée à développer des méthodes d'aide à la décision pour aider justement nos décideurs. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que déjà, dès que j'étais très jeune, à chaque fois qu'il y avait un problème à résoudre, une question, je disais, attendez là. Je veux tout savoir. Où vous avez lu ça? Pourquoi vous l'avez lu? Puis, tu sais, je voulais qu'on me prouve que c'était vrai. Puis moi, j'étais celle qui amenait tout ça, qui faisait, tu sais, comment on dit, la solution. J'amenais tout le bilan de ce que j'avais vu. Et en fait, je pense que c'est très important parce que parfois, les scientifiques, tu sais, ils sont dans leur bulle, puis ils font des travaux, il faut les laisser dans leur bulle d'ailleurs, parce qu'on veut qu'ils aillent profondément. Mais ça prend des gens qui vont un peu traduire, finalement, ce qu'ils disent pour qu'on puisse l'utiliser. Et c'est pour ça que j'ai toujours adoré, en fait, cet aspect-là, aller chercher dans la science les données, comment on peut le traduire en décision vraiment qui s'appliquerait à nos problèmes de société. Alors, c'est sûr que la thématique d'aujourd'hui, l'emploi, comme on l'a dit, Mia l'a dit juste avant moi, c'est sûr que le capital humain, l'humain est au cœur de la société, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, dans nos enjeux qu'on a identifiés, sur lesquels on travaille au Cyrano, tout ce qui touche les compétences, comment on peut améliorer les compétences, comment on peut s'assurer finalement que la filière que vous allez choisir dans vos études, de vos intérêts, peuvent se transformer en opportunités pour vous et pour la société. Et donc, on est là à vraiment aider finalement à supporter cette transition-là. Super. De un, Nathalie, je m'excuse, on s'est toujours appelé par les prénoms, puis j'ai mal prononcé ton nom de famille, donc Varin, c'est rentré maintenant. Oh, c'est correct, et aussi, te terminer en disant comment notre formation, mais ce que j'ai beaucoup aimé de ton propos aussi, c'est de se dire, quand on a plus qu'une chose qui nous intéresse, là, il faut pas se bloquer et aller ailleurs. Toi, tu as 2 trucs que tu as combinés ensemble pour pouvoir être la personne explosive que tu es aujourd'hui. Et je veux dire, 21 ans que tu es ici, aujourd'hui, je pense que la société, on gagne à t'avoir parmi nous, on pourrait plus se passer de toi. Donc, moi non plus. d'avoir pris cette décision-là il y a quelques années. Donc, très heureuse de vous avoir les 3 avec nous aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, pour débuter nos échanges, il paraît nécessaire de mieux comprendre le monde de l'emploi actuel et les transitions là, qui l'influencent de façon importante. Comme vous avez chacun votre créneau, on va s'adresser tout d'abord au niveau démographique avec Mia, on va passer par écologique avec Daniel et nous allons aller vers le numérique avec Nathalie. Puis après, nous allons avoir une petite discussion ensemble. Je sais qu'on pourrait avoir une journée complète à en discuter. On va essayer de se maintenir dans les quelques minutes pour chacun des sujets. Donc, Mia, selon toi, au niveau de la transition démographique, qu'est-ce qui définit le monde du travail en 2021? Bien, moi, je suis chanceuse, j'ai la partie facile parce que la transition démographique, dans le fond, c'est regarder l'âge de la population puis de voir quel impact ça a quand ça évolue. Donc, regarder l'impact dans le temps de la structure d'âge de la population. Donc, c'est assez facile. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que la population vieillit. Donc, la cohorte des baby boomers, là, qui est surreprésentés en nombre. Dans le fond, ils sont plus nombreux. Et c'est ceux qui commencent à sortir du marché du travail en ce moment. Là. 60, 65, 70 ans, là, ils se dirigent dans ce groupe-là. Et ils sont plus nombreux que les autres groupes d'âge. Donc, ce que ça fait, c'est que pour le marché du travail, bien, il y a plus de personnes qui sortent que de personnes qui rentrent. Donc, il y a moins de personnes de 20 à 29 ans que de personnes de 60 à 69 ans. En gros, ça ressemble à ça. Et ce que ça fait, c'est qu'au cours des 10 prochaines années, il va y avoir 1,4 million d'emplois à combler sur le marché du travail, de postes à combler sur le marché du travail. 80 de ça, donc 1,1, 1,2 million là, d'emplois qui vont se libérer, vont être dus simplement à du remplacement. Donc, 80 des 1,4 million, c'est des gens qui partent. Il faut trouver des jeunes qui rentrent pour les remplacer. Mais en plus de ça, il y a de la création d'emplois parce que l'économie croît avec des nouvelles opportunités. Et donc, il y a aussi un autre 300 000 emplois qui va devoir être comblé. Mais donc, il va falloir changer notre approche parce que s'il n'y a pas assez de monde qui va remplacer les gens qui partent, bien, il va falloir avoir recours à des nouvelles façons de faire, soit par de l'automatisation, soit par l'immigration,
soit par une meilleure adéquation entre les besoins de la société et les formations des personnes qui vont rentrer. Et donc, ça, c'est quand on parle de transition démographique, c'est ça. Et les personnes, donc, qui vont être plus âgées, bien, ça va être des personnes qui vont nécessiter des soins de santé. Donc, ça va changer les besoins aussi de la société. Donc, ça va avoir un impact sur notre économie parce qu'il va falloir trouver des solutions pour assurer ces services-là aux personnes aînées. Et donc, il y a tout un impact comme ça sur les finances publiques. Donc, il y a moins de payeurs de taxes. Donc, c'est des contraintes additionnelles, mais qui nous forcent à se réinventer comme société pour ne pas laisser tomber les gens et pour assurer de continuer de croître, même si bien, il va manquer peut-être dans certains secteurs ou certaines régions des gens pour travailler. Parce que moi, je l'ai présenté de façon globale pour le Québec. Mais dès qu'on se met à regarder les différentes régions, bien, on voit que c'est extrêmement différent. Il y a des régions qui vieillissent beaucoup plus vite que d'autres, comme Montréal, par exemple, à cause de l'immigration. 78 des immigrants s'installent généralement à Montréal. Donc, Montréal vieillit moins vite que le reste du Québec. Il y a des régions, à cause des jeunes qui partent pour venir aller étudier dans les grands centres urbains, pas nécessairement à Montréal, mais dans d'autres grands centres urbains ou à Montréal, généralement à Montréal. Ouais. Donc, les jeunes partent souvent, puis les immigrants qui sont généralement plus jeunes viennent à Montréal. Donc, on combine ces deux facteurs-là, bien, on voit que Montréal va avoir une transition démographique beaucoup moins prononcée parce que la population vieillit moins vite. Mais il y a certaines régions où bien, c'est plus que 100%. Le taux de remplacement, là, il est majeur. Là. Ça veut dire que juste pour maintenir la main-d'œuvre qu'ils ont en ce moment, les entreprises ou pas nécessairement des entreprises, mais même un hôpital, une école pour remplacer les infirmières qui s'en vont, les enseignants qui s'en vont, bien, c'est très difficile parce qu'il n'y a juste pas de monde. Fait que les gens qui sont là, bien, il faut qu'il y ait soit les bonnes qualifications, soit qu'on soit capable de les former rapidement, mais il faut être très attentif à ça pour ne pas avoir des enjeux au niveau des services publics essentiels, surtout. Et bien, la croissance de certains secteurs peut être compromise. Là, il y a des emplois qui sont moins attirants, peut-être, puis pour lesquels, avant, il y avait du monde parce qu'il y avait plus de chômeurs, puis il y avait moins d'opportunités. Maintenant, c'est complètement différent, là. Puis pour vous, les jeunes, quand on se demande comment ça me touche, tout ça, bien, dans le fond, vous allez avoir énormément d'opportunités. Concrètement, là, ça veut dire que peu importe ce que vous voulez faire, là, il va y avoir de la place pour vous sur le marché du travail. Et même, ce qu'on voit, parce qu'il n'y a pas juste le Québec qui vit ça. Le Québec le vit de façon peut-être plus prononcée, mais c'est très occidental comme phénomène parce que la natalité a baissé. Là, c'est ce qui fait que les populations vieillissent. Et donc, ça veut dire qu'on le voit ailleurs dans le monde aussi. Là, surtout avec la pandémie, là, la reprise du marché du travail partout dans le monde, c'est beaucoup, beaucoup de postes vacants et pas beaucoup de monde pour les combler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui rentrent sur le marché du travail, bien, ils ont l'avantage. Ils ont le gros bout du bâton, si on veut, là, de plus en plus, surtout pour les postes faiblement rémunérés. Et donc, ça va permettre d'avoir des meilleures conditions de travail. Ça devrait permettre d'avoir des meilleures conditions de travail, peut-être une hausse des salaires, peut-être que ça ne sera pas les salaires, puis peut-être que les gens vont exiger autre chose comme plus de flexibilité, plus de façon de concilier travail-famille. Il faudra voir, ça va dépendre des priorités des gens qui rentrent sur le marché du travail. Mais donc, ça bouge beaucoup. Oui, puis merci Mia, puis on voit bien que par ta réponse très, très pointue avec des données qui nous parlent beaucoup, on voit vraiment que l'évolution démographique, là, ça présente en fait un véritable enjeu pour le marché de l'emploi au Québec. Puis dans ta dernière partie, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle attention sur, toi tu dis conciliation travail-famille, mais moi j'aime bien dire conciliation travail-vie parce que même ceux qui n'ont pas de conjoint, d'enfants ou quoi que ce soit ont besoin d'un équilibre aussi, surtout après la pandémie quand on voit qu'on peut passer 20 heures sur 24 devant notre écran, c'est sûr que ça prend un équilibre là, conjoint, enfant ou pas, mais c'est des données à s'intéresser et à des trucs qu'il faut se préoccuper quand même aujourd'hui. De ça, on va faire une transition vers Daniel, qui va nous parler plus de son côté de tout ce qui se passe au niveau écologique. Là, on sait que maintenant, on sait qu'on est à même de voir le problème, on le nomme aujourd'hui. Comment ça vient jouer, ça a son rôle dans tout ce qui se passe au niveau de l'emploi, là? Oui, merci. Il faut aussi me dire, en fait,
ce qu'il faut savoir, en fait, au départ, c'est dans quel type de modèle économique on se trouve en ce moment. En fait, on est dans ce qu'on appelle l'économie linéaire depuis, je dirais, les débuts de l'ère industrielle, là, qui remontent à peu près entre 150 et 200 ans, là, dépendamment des publications qu'on lit. Mais essentiellement, l'économie linéaire, ça veut dire qu'on extrait les ressources, on les transforme, on les distribue, on les consomme et on les jette. Comme si les ressources, en fait, étaient infinies sur la planète, ce qui n'est pas le cas. La planète, en fait, évidemment, les ressources sont finies, à part peut-être l'énergie solaire, là, qui, à l'échelle géologique, là, est un puits énorme d'énergie. Mais pour le reste, en fait, les ressources renouvelables, elles répondent à des cycles et les ressources minérales, bien évidemment, je dirais, à l'échelle humaine, en fait, elles sont extrêmement limitées. Alors, et depuis donc les 150, 200 dernières années, ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on prélève ces ressources comme s'ils étaient infinies. Et puis, on est entré, donc, je dirais peut-être depuis les dernières 30, 40 années dans je dirais un ère de gaspillage, essentiellement, parce que on ne paie pas le vrai prix des ressources, on paie le coût économique, mais on ne paie pas le coût environnemental ni social de l'extraction et de l'utilisation de ces ressources. Or, on commence à voir un peu les limites de ce système-là, c'est-à-dire que on assiste en ce moment je dirais, une disparition étonnante et même très préoccupante, en fait, de beaucoup d'espèces animales et végétales. Évidemment, le fossé entre la nature et l'humanité aussi se rétrécit d'année en année. Et ce qui fait en sorte qu'on voit apparaître des phénomènes comme, par exemple, la pandémie que l'on vit actuellement, parce que je dirais les pathogènes, les microbes, les virus, en fait, passent des animaux aux humains et des humains aux animaux plus facilement. Et ça engendre des conséquences importantes, là, comme celles que l'on vit en ce moment et qui vont se multiplier, malheureusement, dans les années à venir si on ne redresse pas la situation. L'autre chose, c'est que, bon, Mia parle évidemment du fait qu'au Québec, si la population est vieillissante, c'est pas le cas partout, en fait. La population mondiale est au contraire très, très en forme, je dirais. En ce moment, on est à environ 7,8 milliards d'individus sur la planète. À l'horizon de 2050, on devrait être un peu plus de 9 milliards. Et malheureusement, ces 9 milliards de personnes cherchent à consommer comme des Occidentaux, comme des Nord-Américains, comme des Européens. Donc, la pression sur les ressources, qu'elles soient renouvelables ou non renouvelables, va s'accentuer évidemment avec les années. Et si on reste dans ce modèle d'économie linéaire, on va collectivement rentrer dans le mur. Alors, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en ce moment, à l'échelle globale, donc l'économie mondiale, on a franchi l'an dernier le cap des 100 milliards de tonnes de ressources qui rentrent dans l'économie. 100 milliards de tonnes. Grosso modo, là, c'est à peu près entre 20 et 30 millions de piscines olympiques là, remplies de toutes sortes de matières. En fait, sur ces 100 milliards de tonnes de ressources qui rentrent dans l'économie, il y en a que 8,6 qui proviennent du recyclage. Donc, ça veut dire que le reste provient des ressources vierges que l'on extrait là, à grand coup d'impact sur l'environnement. Donc, il faut trouver une nouvelle façon de faire les choses et c'est là que rentre en jeu l'économie circulaire. En fait, ce que l'économie circulaire vise à faire, c'est d'accroître de façon très substantielle l'efficacité des ressources, la productivité des ressources qui sont déjà extraites. Donc, tirer au maximum possible la valeur des produits et des ressources qui circulent déjà dans le marché pour réduire autant que faire se peut le recours à l'extraction de ressources primaires vierges. Alors, pour ce faire, il faut retravailler sur les produits eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de produits qui sont peu durables, qui sont peu recyclables. Donc, il faut faire ce qu'on appelle de l'éco-conception. Donc, concevoir des produits qui vont être durables, réparables, modulaires, je dirais, reconditionnables et recyclables en fin de cycle. Après ça, il va falloir travailler beaucoup sur le partage des ressources ou des produits. Pourquoi? Parce que en ce moment, il y a des statistiques qui disent que 80% des choses qui nous entourent à la maison, en fait, sont utilisées moins d'une fois par mois. Ouais. Donc, on aurait avantage, évidemment, à partager nos produits entre voisins, entre citoyens consommateurs, plutôt que chacun arrive évidemment, à acheter un produit qui va très peu utiliser et qui va, évidemment, réclamer
l'extraction de ressources pour être capable de produire ce fameux produit. Donc, l'économie de partage est une économie qui est incontournable pour augmenter l'intensité d'usage des produits qui nous entourent. Après ça, évidemment, il y a l'allongement de la durée d'usage. Comment on peut faire pour faire en sorte que les produits durent plus longtemps? Bien, évidemment, il faut les réparer, il faut les reconditionner, il faut les entretenir. Donc, il y a tous ces nouveaux, je dirais, ces nouveaux et moins nouveaux emplois, en fait, qui vont nous aider à allonger la durée d'usage des produits. Et une fois que les produits vont arriver en boutique, en fait, on va avoir intensifier l'usage, allonger les durées d'usage. Lorsqu'ils sont rendus vraiment à la fin de leur vie utile, à ce moment-là, ben, on va les recycler, comme en fait ce qu'on fait nous autres, que tout le monde fait quotidiennement, je dirais. Donc, recycler, composter les matières organiques. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas être recyclés, ben, essayer de tirer de l'énergie à partir de ces résidus-là. Alors, l'idée, la croissance économique, en tout cas selon plusieurs spécialistes, évidemment, elle se trouve dans la sécularisation des 93 % de ressources extraites non sécularisées qui rentrent dans l'économie, en fait, actuellement. Alors, donc, c'est un enjeu qui est extrêmement important. Ce qui me rend optimiste, en fait, c'est qu'il y a de nombreux pays à travers la planète qui ont commencé à prendre le virage de l'économie circulaire. En Europe, il y a des lois sur l'économie circulaire, il y a des plans d'action continentales sur l'économie circulaire. En fait, en Europe, on prétend que d'ici 2030, l'économie circulaire aura créé 700 000 emplois supplémentaires. Donc, c'est quand même pas mal. Oui, c'est ça. Et au Québec, en fait, nous sommes la province, en fait, nous sommes le territoire nord-américain le plus avancé de l'économie circulaire. Donc, on s'attend évidemment à ce que les nouveaux emplois puissent être réclamés au cours des prochaines années. Et évidemment, ce sont vous, les jeunes, en fait, qui éventuellement allez combler ces emplois liés à l'économie circulaire. Bien, merci pour toutes ces précisions-là, Daniel, parce que moi, ce que je retiens dans ce que tu me dis, c'est il y a un partage de ressources qui doit être mis de l'avant. On regarde, il y a des trucs à Montréal, telle la remise, qui c'est des locations des bibliothèques d'outils, oui. Des bibliothèques d'outils, voilà. Donc, il y a déjà des trucs qui sont mis sur pied. Il faut voir d'une façon plus globale, parce que maintenant, les pays industrialisés, qu'on sait qu'est-ce qui se passe, malheureusement, ça pourrait pas être la même chose en Haïti, par exemple, parce que ils doivent avoir leur eau en bouteille d'eau s'ils veulent pouvoir s'abreuver, mais nous, on a d'autres moyens. Donc, comment globalement on voit ça? Parce que quand, par exemple, on parle là, du jour du dépassement, mais quand on pense qu'en 1975, c'était le 1er décembre, puis que l'année passée, c'était le 22 août, faut vraiment qu'on regarde de quelle façon on est capable de globalement regarder la crise qu'on a au niveau de l'économie. Et c'est intéressant aussi de se laisser sur des pistes qui sont quand même optimistes, en se disant qu'il va y avoir des emplois qu'on n'aurait pas pu nous-mêmes occuper, mais que les jeunes pourront faire avancer la cause. Donc, c'est vraiment génial. Oui. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que, évidemment, le Québec, comme le reste du Canada, est un territoire très riche en ressources. Mais ça ne veut pas dire que les ressources nous appartiennent, en fait. Elles doivent être, évidemment, distribuées, utilisées à travers la planète. Elles appartiennent à tout le monde, en fait. Et l'idée, en fait, c'est que lorsqu'un produit qui est produit, peu importe sur la planète, arrive au Québec, il faut le maintenir en vie, entre guillemets, le plus longtemps possible. Et c'est là que je dirais que les métiers de l'économie circulaire interviennent. On va retenir ça. Puis maintenant, on va être obligé, par contre, de passer à la transition numérique. Donc, Nathalie, lorsqu'on parle de l'impact du numérique sur l'emploi, là, qu'est-ce qu'on veut dire plus précisément? Bien, quand on parle du numérique d'une façon générale, c'est à définir, c'est l'évolution technologique dans un certain sens. On a toujours, on l'a vu dans le temps, maintenant on utilise la technologie, on a des téléphones intelligents, dès qu'on a besoin d'une information, on va sur Internet. Donc, vous voyez, la technologie, elle fait partie de nos vies et du coup, les industries aussi l'utilisent en fait. Donc, ça veut dire que ça va avoir un impact évidemment sur l'emploi, sur les tâches des personnes, sur la façon de faire. Alors, il y a plusieurs impacts. Je vais commencer par le premier qui en lien avec mes deux collègues. Le premier, c'est il n'y a pas assez de gens, pas assez de monde. Ben là, les entreprises se sont dit, on va essayer de robotiser, on va essayer d'automatiser, on va aider. Donc là, on se dit, waouh, la technologie, elle vient vraiment à nous aider à supporter. Puis après, il y a des emplois pour lesquels, c'était à risque parce que plus personne peut-être aujourd'hui veut descendre en bas d'une mine. Donc la technologie va aider finalement à dire, grâce à des robots, on va pouvoir descendre en bas de la mine, puis c'est moins risqué pour les gens de le faire.
OK? Puis après, on se pose des questions en se disant, par exemple, il y a des emplois pour lesquels, tu sais, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés par le secteur de l'agroalimentaire, l'agriculture, où c'est pas facile, c'est des métiers difficiles, il faut se lever, il faut aller voir les bêtes, il faut aller voir les champs. Puis là, on se rend compte qu'avec des capteurs, maintenant, on n'a plus besoin de trop de se déplacer. On nous dit le taux d'humidité dans le champ, nos bêtes, on peut les suivre parce qu'elles peuvent aller se faire traire toutes seules et tout ça. Donc là, on voit qu'il y a plein de jeunes qui se réintéressent à ces métiers-là, à l'agriculture, parce que ce qui était difficile, ce que faisaient nos parents ou nos grands-parents, plus difficile à faire aujourd'hui pour concilier, comme tu dis, le travail et la vie de tous les jours, finalement, ça a changé. Donc, on voit que déjà, rien que ces 3 exemples que je donne, c'est soit ça nous aide, soit c'est des nouveaux... Ça réattire les jeunes dans ces emplois-là, soit carrément, c'est moins un risque. Mais évidemment, ça veut dire aussi que on se transforme. Donc, par exemple, tout le monde maintenant veut vendre en ligne parce qu'il n'y a pas le choix. Puis on l'a vu avec la pandémie, ça s'est exacerbé. Donc, ça veut dire que même si vous avez un commerce, n'importe quel secteur, faut vous transformer. Là, il faut trouver un moyen de vendre en ligne. Ça veut dire qu'il faut avoir un site Internet. Et est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je les ai pas? Puis là, ça revient à se poser la question, est-ce que je suis plus capable, moi, d'utiliser cette transformation numérique dans mon emploi? Et c'est là où on va voir que finalement, le numérique, on va avoir des nouveaux services, on va avoir aussi des nouveaux emplois qui vont se créer. Donc, l'idée, c'est qu'il y a des nouvelles opportunités aussi pour les jeunes, finalement, d'utiliser cette technologie pour créer, en fait, leur nouveau business, leur nouvel emploi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez me dire, mais le numérique est partout. Est-ce qu'il peut prendre des emplois à des gens qui voulaient garder leur emploi? Moi, je dis, j'aime mon emploi, puis on va le transformer. Puis l'idée, ça a été de regarder comment on peut aller vers cette transition-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut peut-être aider ces personnes-là qui vont perdre leur emploi. Puis vous avez peut-être lu dans la presse, on a eu beaucoup de journaux qui ont dit, oh, c'est plus de 40% des emplois qui vont être perdus, qui vont être transformés, qu'on va transformer ça par des robots, puis ça fait peur quand on voit ce genre de choses-là. Quand on regarde vraiment précisément ce qui se passe sur le marché de l'emploi, comme je dis tout à l'heure, il va y avoir une transformation, mais il y a certains emplois on va vous aider à vous transformer. Donc, les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, eux, vont être dans ce nouvel encadrement où la technologie peut les aider, peut améliorer les emplois, peut en créer des nouveaux. Mais il ne faut pas oublier que les compétences non techniques sont aussi importantes. Donc, aujourd'hui, souvent, quand on dit on va perdre les emplois, ça peut transformer des tâches, c'est sûr. Ça peut vous aider. Et puis, vous allez dire, les jeunes aujourd'hui sont nés avec une tablette, sont nés avec le téléphone intelligent. Puis, on l'utilise dans notre vie de tous les jours. Donc, il y a cet aspect-là qu'on a. Puis, c'est un niveau minimum qu'on demande de numératie ou de littératie technologique pour savoir l'utiliser. Mais à côté de ça, on n'enlève pas les compétences humaines, la communication, la collaboration. Non. Il va falloir qu'on voit comment on s'adapte à utiliser cette technologie comme une aide et en même temps, si vous voulez, de regarder les autres compétences qui sont nécessaires. Mais par contre, c'est évident que ce que ça prend pour les jeunes, évidemment, c'est s'il y a un intérêt pour la technologie, il va y avoir des emplois, il va falloir foncer. Et puis, si vous pensez que la technologie est quelque chose qui vous fait peur, nous, on a fait une enquête au Cyrano il y a quelque temps en disant, est-ce que vous êtes prêt à vous former, à avoir une formation spécifique? Et les 60% des gens qui étaient déjà en emploi nous ont dit oui, ça nous intéresse, on veut se transformer. Puis il y en a certains qui ont peur, qui sont réticents, qui ne savent pas s'ils vont y arriver. Donc là, on va essayer de les aider justement à se transformer. Puis après, pour les jeunes, pour s'assurer qu'ils soient prêts à ce marché du travail où le numérique est très présent, on s'assure maintenant que dès le secondaire, dès le primaire, on vous donne des outils numériques. Et là encore, on ne veut pas transformer tous les gens en des codeurs ou des informaticiens, c'est pas ça, mais on veut leur montrer que ça existe, que la technologie va faire partie de nos vies. On parle de télésanté maintenant, de télémédecine, on parle de beaucoup de choses où la technologie, on va l'utiliser. Donc, dans ce contexte-là, ça va être important, évidemment, de former les jeunes dès leur plus jeune âge à ces technologies-là. C'est bien aussi de voir cette façon-là. Puis je ne regrette pas, Nathalie, que tu aies été la dernière intervenante de ce premier axe parce que tu as bien su aussi faire des liens de quelle façon les 3 transitions interagissent. Hein? Tout à fait. Parce qu'une n'est pas indépendante de l'autre. Et aussi, j'aime bien lorsque tu dis dès le plus jeune âge là, pour la génération en place, en fait, c'est à nous là, de les aider, de les outiller pour que dans quelques années, là, sur le marché du travail ou même demain, ils arrivent à avoir toutes les compétences nécessaires et on voit bien qu'elles ne sont pas qu'académiques. Donc, c'est vraiment important là, de parler des différentes réalités, de voir de quelle façon elles sont liées. Donc, pour terminer cet axe-là, je vous demanderais par contre à chacun d'être quand même assez concis. En une phrase, peut-être nous dire pourquoi, selon vous, ces 3 tendances-là, c'est elles là, qui dressent le portrait le plus fidèle de ce qui se passe actuellement et de ce qui s'en vient là, au niveau du monde de l'emploi. Je commencerai avec Daniel, après Nathalie, après Mia.
En fait, je pense que la table avait bien été mise par mes deux collègues. Là. C'est sûr que les trois transitions sont imbriquées les unes avec les autres. Dans l'économie circulaire, entre autres, ce qu'on a besoin beaucoup, c'est des outils numériques pour, entre autres, assurer la traçabilité des ressources dans le marché, en fait, savoir où elles sont rendues, quand est-ce qu'on peut les récupérer pour en faire des nouveaux produits. Donc, cette traçabilité donc demande évidemment des outils numériques, demande l'analyse je dirais de milliers, de millions en fait, de données à travers l'intelligence artificielle, des algorithmes qu'on doit développer et tout. Donc, cette transition-là, elle est nécessaire pour être capable d'en arriver à circulariser davantage l'économie. Par contre, évidemment, au Québec, on a un défi effectivement démographique. Il va falloir qu'on ouvre nos frontières, évidemment, aux nouveaux arrivants pour être capable de répondre aux enjeux de marché, en fait, aux emplois qui devront être nécessaires pour assurer cette circularité de l'économie. Alors, c'est vraiment une convergence des trois transitions qui est inévitable. On ne peut pas les prendre séparément, il faut vraiment les prendre de façon systémique, pour reprendre un petit peu mon entrée en fait, lorsque j'expliquais un petit peu mon intérêt pour le sujet actuel. Là. C'était une longue phrase, Daniel, mais assez complexe. Nathalie, est-ce qu'il y avait des données que tu voulais ajouter à cela ou tu es pas mal d'accord, en désaccord? Non, je suis d'accord. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand je parlais du numérique et le lien entre les trois, pour moi, il est évident parce que le numérique peut servir à la fois, comme on dit, à combler. Quand on manque d'emploi, on est capable d'utiliser le numérique pour automatiser. On a parlé de personnes âgées, beaucoup plus de personnes. Le numérique peut aider ces personnes âgées avec leur autonomie. Tu sais, je veux dire, donc il y a plein de façons. Puis au niveau de l'environnement, tout à l'heure, je parlais du domaine de l'agriculture. Tu sais, grâce à ces capteurs, on utilise moins d'eau, on a moins à arroser les champs n'importe comment. Donc, tu sais, le numérique est là, donc c'est comme imbriqué. Et il y en a si c'est des solutions à d'autres problèmes. Mais moi, ce que je trouve ça intéressant, c'est que, quand je dis tout à l'heure, le multidisciplinaire, il faut travailler ensemble. Faut pas essayer de dire, bon, moi, je vais transformer ça, puis je vais répondre à une question. C'est les trois ensemble qui doivent converger pour qu'on arrive à des solutions pour notre société. Oui, c'est pas des silos. En fait, il faut vraiment bien faire les ponts entre chacun d'entre eux. Peut-être que les silos sont intéressants parce que ça nous permet d'avoir des expertises, mais savoir où collaborer là, pour arriver à une solution commune. Mia, de ton côté, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Bien, en une phrase, juste, s'il y a quelque chose à retenir de tout ça, là, c'est juste que le monde du travail de demain, il ne ressemblera pas là, à celui d'aujourd'hui à cause des trois phénomènes qu'on vient de dire. Puis en gros, ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un qui commence aujourd'hui ou même quelqu'un qui est là puis qui en a pour plusieurs années, bien, il y a une infinité de possibilités de réinventer les façons de faire puis de changer les choses. Tout est à faire encore, là. Donc, vraiment, d'y aller avec les idées les plus folles qu'on peut avoir, là, parce que tout est à faire. En fait, Mia met très bien la table sur le deuxième axe qu'on veut aborder aujourd'hui avant de se quitter. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse là également, c'est d'anticiper comment ça va évoluer justement le marché de l'emploi, notamment pour les jeunes qui seront au cœur de ces transitions-là. J'aimerais donc échanger avec vous sur les perspectives d'avenir là, qui s'offrent à eux. Donc, pour cette section-ci, donc je vais vous poser 2 questions et si vous avez une réponse, vous y allez. Après ça, on conclura. Vous aurez chacun votre partie de la conclusion. Le temps passe extrêmement vite et c'est passionnant ce que vous avez à nous raconter, mais malheureusement, on devra en venir à une fin, là. Donc, pour cet axe-là, l'avenir des jeunes dans le monde de l'emploi, là. Donc, comment les tendances dont on a discuté vont impacter ou définir le monde de l'emploi pour la nouvelle génération et quelles sont les caractéristiques, selon vous, du monde de l'emploi redéfini par ces 3 transitions-là? Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut se lancer? J'allais dire, ce qu'on a vu avec ce qu'a dit Daniel ou ce que j'ai dit moi, c'est qu'il y a des nouvelles opportunités. Tu sais, il y a plein de nouveaux emplois qui vont arriver, là, des choses qu'on ne connaît même pas aujourd'hui, qui peuvent être intéressants parce qu'on sait que les jeunes, puis moi je le vois avec mes étudiants à Polytechnique, sont importants à la société, tu sais, l'environnement, les personnes âgées, tu sais, ils veulent avoir un impact, la santé sur la société. Puis grâce à ces nouvelles technologies ou ces enjeux qu'on est en train de montrer, ils vont pouvoir travailler dans un monde qui va aider, par exemple, ces gens-là. Donc, je sais que ça va créer des opportunités qui, en plus, vont être avec les valeurs des jeunes. Et donc, ça va être vraiment intéressant.
Mia, tu voulais y aller aussi? Bien, oui, je pense qu'il y a quelque chose d'important qu'on n'a pas encore dit, là, c'est qu'il ne faut plus voir la formation de la même façon puis l'éducation. C'est plus un point de départ. Je pense que c'est un peu illusoire de penser que tu t'étudies, ça dure quelques années, merci, bonsoir, j'ai fini, je m'en vais travailler. Je pense que ça ne va plus être ça. Je pense que la formation tout au long de la vie, ça va devenir quelque chose qu'il faut qu'on soit capable d'intégrer dans nos façons de faire. Puis c'est vraiment difficile parce que quand tu travailles 35-40 heures semaine puis que tu veux avoir un peu de temps pour toi, soit toi comme individu, soit toi, ta famille, c'est quand tu te formes. Comment ça va se passer? C'est quoi le bon modèle? On le sait pas. Nous, on regarde ça en ce moment. À l'Institut du Québec, on essaie de voir c'est quoi les meilleures façons, les meilleurs leviers. Est-ce que ça doit se faire sur ton temps de travail? Est-ce que c'est des enjeux financiers? C'est quoi les blocages? Puis comment on doit adapter ça? Puis tout le monde doit changer. T'sais, les gens, les établissements d'enseignement, les entreprises, tout le monde doit changer sa façon. Puis le gouvernement, il doit mettre les bons incitatifs aux bonnes places. Puis deuxièmement, bien, je pense que quand on identifie des problèmes, je pense que le problème qui va être absolument incontournable, c'est l'environnement, mais aussi les inégalités sociales. C'est les deux grands problèmes, je pense, planétaires en ce moment. Puis tout le monde, je sais pas, aimerait ça d'une façon ou d'une autre, essayer de contribuer à ça, je pense. Bien, les solutions pour le faire vont souvent être technologiques. Fait que c'est là où tout se recoupe. Puis la technologie évolue tellement vite que ça fait que les établissements d'enseignement, ils peuvent pas tout le temps être à jour. Les entreprises vont devoir en faire un bout. Les gens vont devoir en faire un bout. Ça change complètement cette rapidité du changement puis l'importance des enjeux environnementaux est tellement importante qu'on doit absolument revoir comment on fonctionne comme société, puis tout le monde va devoir se mobiliser autour de ces enjeux-là, sinon on n'y arrivera pas. Fait que peu importe le métier que tu vas faire, selon moi, bien, il va y avoir une composante technologique, puis il va y avoir une composante environnementale. Mais nos sociétés, en ce moment, fonctionnent en silo. Regarde un gouvernement, là, chacun fait ses petites affaires, puis c'est pas trop ce que l'autre fait. Fait que moi, dans mon travail, j'essaie de faire en sorte que ces silos-là se brisent avec les rapports, les analyses qu'on fait, mais il faut les briser de façon générale. La collaboration, l'empathie, ça va être des choses qu'il va falloir que tout le monde ait avec la technologie, la maîtrise de la technologie aussi, parce que sinon, ben, on n'y arrivera pas, c'est tout. Mm-hmm. Mais c'est intéressant, Mia, parce que tu vois, tu n'es pas juste en train d'exposer aux jeunes leur réalité dans le milieu du travail, mais tu es en train de responsabiliser un peu tout le monde parce que autour des micros aujourd'hui, on est tous peut-être à la tête de nos entreprises. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour changer le bien-être de nos employés? Comment justement l'éducation, qui était un de tes exemples, on arrive à le mettre de l'avant justement pour s'assurer en fait de ce bien-être de société commun-là. Là. Donc, c'est pas seulement comme individu que des personnes doivent prendre des décisions à se dire « Ah, ben je vais aller continuer ma formation », etc. Mais autant comme employeur, là, quelles sont les options qu'on donne aux gens? Parce que on va se dire, comme on dit, là, il y a 7 jours dans une semaine. Ben, puis, si on veut continuer à être productif et répondre à tous les enjeux de la société, ben c'est pas tout seul qu'on peut prendre sa décision dans un coin puis dire que pendant ce temps-là, il faut également faire le boulot, il faut faire la vie, etc. Donc, c'est très, très intéressant aussi comme approche. Je pense que tu voulais renchérir sur quelque chose, Mia? Bien, je voulais juste dire, tu sais, il y a des gens qui le font d'eux-mêmes, spontanément vont se soucier des entrepreneurs ou des individus de l'aspect environnemental ou social, puis vont essayer de voir, bon, est-ce que je fais les bonnes choses, ça. Mais il y en a qui s'en foutent pas mal, puis c'est correct aussi. C'est pour ça que le gouvernement a le rôle, par la réglementation, par l'argent, par les achats qu'il fait, de mettre les incitatifs aux bonnes places. Donc, moi, ce que je pense, c'est que notre grand défi, là, c'est que le gouvernement doit tout repenser ses incitatifs pour que les gens soient incités à faire ces comportements-là, puis d'être plus respectueux de l'environnement, puis plus soucieux des inégalités sociales. Oui, puis quand tu parles de gouvernement aussi, tu disais tout à l'heure, tout le monde fait sa petite affaire, puis c'est je dirais à 3 différents niveaux, hein, parce que ici, en fait, on est à Montréal, là, ben, on sait qu'on a le plateau municipal, le plateau provincial, le plateau fédéral qui ne dialoguent pas un avec l'autre et eux-mêmes, dans leurs instances, ne dialoguent pas non plus. Donc, je dirais que le défi est 2 fois plus grand, mais qu'il est très bien de le nommer parce qu'il va falloir qu'il soit adressé aussi. Et l'autre aspect qui m'interpelle aussi dans qu'est-ce que tu dis, c'est au niveau de la transformation numérique et qu'est-ce que Daniel apportait de voir ça d'une façon plus globale et par les
propos de Nathalie aussi. Comment globalement, hein, par exemple, par l'immigration, etc., on reçoit beaucoup des jeunes aussi qui ont toujours vécu dans des places où qui n'ont pas eu la révolution industrielle, mais qui arrivent avec cette transition numérique-là. Donc, comment on s'assure que tout le monde est à niveau là, sur ce monde de l'emploi qui demande des compétences, entre guillemets, égales à tout le monde? Donc, moi, j'aime les pistes que tu amènes comme ça. Et oui, Daniel, c'est à ton tour également de commenter là-dessus. En fait, moi, j'aimerais peut-être amener une dimension à la discussion, c'est que on a beaucoup parlé de high-tech, là, mais ce qu'il faut voir, c'est que l'économie circulaire va reposer à la fois sur du high-tech. On en a parlé tantôt avec Nathalie, là, toutes les compétences numériques, évidemment, qui s'apprennent à l'université, mais il y a aussi des compétences low-tech. Quand on pense à l'économie circulaire, actuellement, elle repose beaucoup sur le recyclage. Là, bon, les statistiques en France montrent que, par exemple, 80% des métiers liés à l'économie circulaire reposent sur le recyclage. Évidemment, au fur et à mesure que les autres stratégies dont on a parlé tantôt, l'allongement de la durée d'usage, l'intensification de l'usage et tout, vont reposer sur évidemment des compétences plus poussées, plus high-tech, liées entre autres au numérique. Mais actuellement, ce que les spécialistes disent, c'est que l'économie circulaire va reposer à la fois sur des compétences low-tech et high-tech. Pour la réparation, par exemple, le recyclage, on n'a pas besoin d'avoir nécessairement des diplômes universitaires. Donc, tout le monde va pouvoir contribuer en fonction, je dirais, de ses attentes par rapport à l'éducation, à l'économie circulaire. L'autre chose aussi, c'est les études montrent que dans une économie circulaire dominante, en fait, il y aurait beaucoup plus d'emplois non délocalisables. À partir du moment où un produit arrive sur un territoire et qu'on cherche à augmenter, si on veut, sa productivité ou son efficacité, ça va reposer sur des compétences beaucoup locales. Alors, donc, ça aussi, c'est intéressant parce qu'évidemment, on parle beaucoup de désaffection, en fait, je dirais des banlieues, pas des banlieues, mais je dirais du monde rural pour se concentrer vers la ville. Il y en a qui pensent que dans un monde, dans une économie circulaire dominante, les emplois délocalisés, en fait, pourraient contribuer à maintenir justement la vitalité des régions, entre autres. Les régions pourraient, par exemple, peut-être même se spécialiser sur certains types de ressources, par exemple, les maintenir le plus longtemps possible, des ressources minérales ou des ressources, je dirais, renouvelables ou autres. Donc, ça, c'est un élément important. L'autre chose, c'est que en ce moment, ce qui nous manque beaucoup, c'est comment former les nouvelles générations d'économie circulaire. Dans les cursus, que ce soit collégiaux, je dirais, des études supérieures ou des études secondaires, on ne parle pas encore d'économie circulaire. Donc, il faut enrichir les cursus de formation avec les nouvelles notions d'économie circulaire. Et je pense que c'est un défi qui va nous occuper à temps plus que plein, en fait, pour les prochaines années, c'est-à-dire intégrer ces notions de circularité à l'intérieur des cursus actuels pour que les jeunes puissent, évidemment, dès maintenant, être informés et contribuer, lorsqu'ils sont sur le marché du travail, à mettre en place l'économie circulaire de manière dominante. C'est effectivement des bons ajouts à la discussion parce que quand on y pense, c'est vrai qu'on a tendance à toujours regarder un peu les grands centres, etc., mais les régions ont beaucoup à apprendre aussi. Il y a du transfert de connaissances à faire et il y a des expertises à conserver, là. Oui, tout à fait. Puis les nouvelles, je dirais, techniques d'enseignement, là, on a travaillé, entre autres, dans mon ancien institut, là, à mettre sur pied ce qu'on appelle un MOOC, là, Massive Online Open Courses. En fait, c'est un cours en ligne numérique là, qui peut être suivi de partout, en fait. On a eu 5500 participants de partout sur la planète, d'Afrique, d'Europe, du Canada et autres. Donc, on peut effectivement se former à partir de ces nouvelles approches-là. Dès qu'on a un ordinateur ou une tablette, en fait, on peut accéder en fait, à ces formations-là. Donc, ça va aider à répondre justement aux besoins de formation, même pour je dirais, les populations un peu plus éloignées des grands centres. Là. Moi, j'ai quelque chose à ajouter par rapport au début de l'intervention. C'est que, Daniel, tu sais, quand on dit le high-tech, low-tech, tout ça, bien, quand on regarde le profil de la population puis des emplois, ben, c'est même pas le tiers là, qui requiert du universitaire et plus. Puis quand on regarde les postes vacants, là, sur les 150 000 postes vacants en ce moment au Québec, il y en a à peine 30 000 aussi là, qui requièrent des qualifications de niveau universitaire et plus. Donc,
la société a besoin de tous les types d'emplois, tous les niveaux de connaissances. Je pense que c'est peut-être plus la nature ou le profil qui va être plus technologique ou plus circulaire dans l'approche et tout ça. Je pense qu'il faut revoir les cursus à tous les niveaux. Aussi, comme dans la finance en ce moment, on parle beaucoup de critères de ESG, donc pour intégrer des notions d'environnement, social, gouvernance pour toutes les entreprises, peu importe le secteur, tu sais, que ça deviendrait de plus en plus important pour avoir du financement ou pour pouvoir être choisi au gouvernement pour participer à des appels d'offres. Donc, il faut que ce soit enseigné, ça aussi. Tu sais, ça ne s'apprendra pas tout seul, mais à tous les niveaux. Puis, je pense qu'il n'y a pas un niveau... tous les niveaux sont vraiment importants pour le fonctionnement d'une société. Oui, c'est totalement à prendre en considération également. Je voudrais vous remercier parce que dans vos réponses, vous avez donné aussi des pistes là, par rapport aux opportunités. Donc, j'espère que les jeunes à l'écoute ont vraiment bien pris des notes là, sur ce que vous dites ou bien ils vont faire un rewind, stop, play là, pour s'assurer d'avoir tout pigé et tout pris. Et donc, je passerai maintenant, parce que vous êtes tellement plein de ressources et vos paroles sont tellement importantes. Je passerai pratiquement tout de suite, en fait, au mot de la fin pour que vous puissiez prendre le temps, pas seulement 1 minute, mais peut-être en 2 ou 3, là, pour terminer cet échange inspirant, là, tout en sachant qu'il y a plusieurs auditrices et auditeurs là, qui sont jeunes, qui se demandent qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous avez un message à leur adresser afin qu'ils poursuivent leur réflexion? Si vous avez des choses à rajouter sur les opportunités, sur vos spécialisations vous-même, là, quel serait le message à laisser en fin de cet échange-là? Et pour la fin, j'irai avec Nathalie, Mia et Daniel. Excellent, merci beaucoup. Ben, c'est sûr que dans les messages qu'on n'a pas encore passés et que je vais compléter peut-être, c'est dans le cadre de la transformation numérique, c'est le niveau responsabilité, utiliser la technologie de façon responsable, en fait, dans le sens où, tu sais, c'est facile de dire tout se transforme, la technologie peut tout faire, mais, tu sais, clairement, même si c'est pas autant qu'on le pense, mais il y a des emplois qui vont être perdus à cause de la technologie, puis il y a des gens donc, il y a cet élément-là au départ qu'il va falloir regarder, et quand on lance sa nouvelle entreprise, on se dit, waouh, la technologie peut être utilisée, il faut quand même regarder les impacts que ça peut avoir, tu sais, s'il y a des gens qui vont se sentir mal parce qu'ils sont pas bien formés, s'il y en a qui vont perdre, tu sais, qui vont devoir transformer. Donc, c'est toujours important et je sais que les jeunes, des fois, se sentent peut-être plus à l'aise avec les technologies, mais il faut voir l'impact que ça peut avoir. Mais en même temps, ça se transforme en opportunité parce que justement, ce que ça veut dire qu'il y a des moyens aussi, Daniel en parlait, Mia aussi, moi, ce que je trouve le plus important, c'est la formation et on l'a vu à tous les niveaux, d'accord? Donc, c'est pas spécialement universitaire, donc je parlais même d'éducation, il faut qu'on éduque du plus jeune, c'est tout le long de la vie, comme l'a dit Mia, puis ça, je trouve que c'est le plus important aujourd'hui, puis les institutions d'enseignement en ce moment se transforment en apprendre à apprendre. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on veut s'assurer que ça change, on est paniqué, il faut qu'on apprenne qu'on ait des nouvelles compétences, mais ça va être normal. Tu sais, ça fait partie des choses qu'on doit faire, mais il faut en effet que les entreprises trouvent des solutions pour aider les employés ou que les jeunes soient au courant. C'est quoi ces nouvelles compétences qu'on demande, si elles sont vraiment, tu sais, pour être prêts à trouver les bons emplois. Puis l'autre élément qui est pour moi très important aussi, c'est relié en fait finalement à les solutions qu'on va trouver. Tu sais, on veut tous trouver des solutions. Et donc, quand je cherche mon premier... Enfin, j'imagine ces jeunes-là qui cherchent peut-être leur premier emploi, ils vont peut-être être déçus par le premier emploi parce qu'ils vont se dire, finalement, moi, je veux changer le monde. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on veut faire. Tu sais, on veut changer le monde. Puis aujourd'hui, par exemple, tu sais, dans le choix des entreprises, puis c'est pour dire ce que disait Mia par rapport à la finance, mais tu sais, tu te dis comment tu choisis l'entreprise dans laquelle tu veux travailler ou l'emploi que tu veux faire, si tu veux. Puis aujourd'hui, on parle beaucoup des entreprises à impact social ou à objectif social. Ça fait partie des choses qu'on peut regarder ou finalement, si tu veux faire une différence sur le marché de l'emploi, tu peux essayer de voir quel type d'entreprise dans lequel tu vas aller. Puis je me dis, si nous, les jeunes, si les jeunes cherchent à trouver des emplois dans ce type d'entreprise, ça va inciter les entreprises à devoir changer, à devoir publiciser ce qu'elles font pour la société, ce qu'elles font de bien. Je veux dire, dans les différentes sphères qu'on a vues, ce qu'elles font pour leurs employés, ce qu'elles font pour leurs clients, pour l'environnement, des choses comme ça, parce que ça va être dans un choix. Donc, si on repart du début où on met les valeurs aux bons endroits, on éduque
les jeunes et la population avec ces valeurs-là, des valeurs de recyclage, des valeurs d'utiliser la technologie de façon responsable, de faire attention aux générations les plus vieux, puis les générations qui s'en viennent. Ben, dans ce cas-là, on change les valeurs de notre société, on change la façon de faire, puis on fera des choix aussi dans le marché du travail qui vont finalement donner des incitatifs aux entreprises de faire encore mieux. Donc, c'est ça mon souhait, moi. Puis je me dis, quand vous choisissez une entreprise dans laquelle vous allez aller travailler, ben, regardez ces aspects-là aussi, posez les questions, je veux dire. Puis parce que c'est sûr que si la jeune génération se dit, je ne veux pas aller travailler pour cette entreprise-là parce que ils font des choses qui ne me plaisent pas ou qui ne sont pas bonnes pour la société ou pour l'environnement, cette entreprise-là va devoir se poser des questions parce que déjà que c'est difficile de trouver des nouveaux employés parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Là, si en plus, il dit, non, je ne veux pas aller travailler là, pourquoi il ne veut pas travailler chez nous? Ça va être important. Donc, les conditions de travail, les conditions, justement, la conciliation de la vie et du travail va être importante. Donc, il y a plein de choses et je pense que les jeunes peuvent être un moteur dans ces changements. Et donc... Puis, tu vois... Non, je disais, puis là, je voulais juste dire qu'on vient de publier un ouvrage au Cyrano, Le Québec économique neuf, sur la transformation numérique. Il est téléchargeable gratuitement en ligne et il y a plein de réponses à plein de questions. On a regardé, selon les secteurs, ce que ça faisait la transformation numérique. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à le regarder, ils peuvent aller sur le site et le télécharger gratuitement. Et il y a plein de ressources, en fait, par rapport à ça. Surtout l'analyse des secteurs qu'on a regardé, ça peut leur donner plus d'informations sur le niveau de maturité du secteur ou les opportunités dans ces secteurs-là. Merci beaucoup, Nathalie. Puis j'ai bien aimé quand tu t'es inclus en jeune parce que il y a un âge comme tel, mais c'est dans la façon de penser, dans les actions qu'on reste jeune et la jeunesse n'a pas d'âge. Donc, c'est parfait. Merci. Donc, on va passer... là, j'avais dit Mia, hein, c'est ça? Bien, si vous voulez quelque chose, une réponse très, très concrète là, de où sont les principales opportunités d'emploi, il y a Emploi Québec et nous aussi, à l'Institut du Québec, sur nos sites, les deux, c'est très clairement représenté où est-ce qu'on pense qu'il y a le plus d'opportunités en fonction de la croissance potentielle des secteurs puis du profil de où est-ce que les jeunes vont puis là où il y a plus de monde qui part à la retraite. Donc ça, par secteur, c'est représenté assez simplement. Mais moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est qu'au-delà des données puis des opportunités chiffrées là, de où est-ce qu'il y a le plus d'emplois qui devraient se créer ou de postes à combler, je pense que vous pouvez faire ce que vous voulez. Puis je pense que ce que vous devez retenir, c'est que vous devez faire ce qui vous passionne, ce que vous aimez. Peu importe les contraintes que vous pensez qu'il y a, elles ne sont pas là, ces contraintes-là. Vous avez un monde d'opportunités. C'est à vous à définir le monde de demain. C'est à vous à changer la société avec vos valeurs puis vos objectifs, puis ce que vous voulez que le Québec soit. C'est possible de le faire. C'est pas abstrait, c'est pas utopique. On le fait, on essaye de le faire avec nos organisations, puis vous pouvez le faire autant que nous. Peu importe, la transition démographique, elle fait en sorte que ça vous donne cette chance-là. Puis les transitions écologiques et numériques vous donnent une piste de par où ça va aller, ces changements-là, puis des outils pour la faire arriver. Mais c'est vous, comme individu, qui portez cette triple transition-là dans vos choix, puis faites ce que vous voulez, soyez passionnés, foncez, puis vous pouvez le faire. Ça rejoint un peu qu'est-ce que Nathalie disait également. Là. Donc, il faut croire en soi, hein, puis il faut aller le plus loin qu'on peut, je crois, là, vraiment. Puis j'aime aussi les pistes là, qui sont données en disant, regardez, c'est quoi les valeurs de l'entreprise, etc. Ou bien créer la vôtre hein, aussi. Hein, ça peut être ça. Au Québec, on a cette chance-là. Donc, Daniel, en terminant? Moi, je peux pas être plus d'accord que ça avec mes deux panélistes. En fait, elles ont tout à fait raison. Moi, je pense que les jeunes aujourd'hui ont un rôle d'influence énorme sur leur employeur, ce qui n'était pas le cas avant. En fait, c'est plutôt l'employeur qui avait un rôle, en fait, une influence importante sur l'employé. Maintenant, les jeunes, s'ils ne sont pas d'accord avec évidemment, avec les orientations d'entreprise, les jeunes quittent. Il y a beaucoup moins d'attachement à l'entreprise là, qu'évidemment que les générations précédentes. Donc, ils ont vraiment le gros bout du bâton, les jeunes d'aujourd'hui. Et il y a donc à la fois d'influencer, je dirais, les politiques des entreprises existantes, mais encore une fois aussi, comme tu viens de le mentionner, il y a aussi beaucoup d'opportunités de créer sa propre entreprise. Moi, ce que je vois, en fait, c'est que beaucoup d'entreprises qui sont créées le sont aussi dans une perspective d'économie circulaire. Je vois que les jeunes entrepreneurs intègrent beaucoup, en fait, ces notions on veut faire une différence au niveau de la planète et dès leur création d'entreprise, intègrent des notions de circularité dès le départ.
Et je pense que ça fait partie, en fait, je dirais, de l'avenir, des solutions d'avenir, en fait, pour faire en sorte que collectivement, en fait, on puisse, je dirais, produire, consommer à l'intérieur des limites de notre planète. Alors, je pense que les jeunes générations, en fait, vont être aux prises avec des problèmes que les générations précédentes ont créés, mais ils disposent de ressources que leurs parents, que leurs grands-parents n'avaient pas. Donc, moi, ça me rend très optimiste, en fait, pour l'avenir. Et je suis tout à fait d'accord en disant, à partir du moment où vous êtes passionné pour quelque chose, peu importe les statistiques, peu importe, en fait, je pense que vous allez réussir. Aujourd'hui, en fait, on a des moyens qu'on n'avait pas avant justement pour réussir. Alors, moi, je suis très optimiste pour l'avenir. Mon Dieu, c'est des beaux messages que vous passez toutes et tous comme ça. Moi, j'aime bien dire aussi que, selon moi, les jeunes, c'est pas la société de demain, mais c'est vraiment la population qu'il faut outiller, qui vont être bientôt nos clients, nos employés, nos bénéficiaires, nos patrons même. Donc, vous agissez toutes en la sorte et en plus, vous apportez l'élément de garder les yeux ouverts, d'essayer d'avoir le moins possible d'angle mort pour pouvoir tous travailler dans la même direction. Personnellement, égoïstement, j'étais très contente de vous revoir les trois aujourd'hui. On a eu beaucoup moins d'opportunités au cours des derniers mois, mais c'est très rafraîchissant comme échange avec vous. J'espère pouvoir les continuer dans des avenirs rapprochés avec tous et chacun. Donc, je souhaite vraiment, je remercie nos invités de cette table ronde d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous. Cet épisode de Réverbère a été enregistré au Palais des Congrès de Montréal dans le cadre de la 18e édition de l'École d'été de l'INM et de son parcours Innovation, Inventer l'avenir de l'emploi, proposé en collaboration avec la Commission des partenaires du marché de l'emploi et du Comité consultatif Jeunes. Je tiens à vous rappeler que les ateliers du parcours Innovation débutent le 16 août à 13h30. Inscrivez-vous dès maintenant. Merci encore et bonne séance de travail. Merci. Merci, Roselyne, pour l'animation et merci à mes deux panélistes. En fait, ça a été une joie, vraiment un plaisir de faire ce travail avec vous. Oui, merci.